enregistre. Voilà. On admet et j'enregistre normalement. Donc, j'ai un enregistrement. Voilà. Et À partir de ce moment, il n'y a plus de conneries. Hein. exactement. À partir de maintenant, on est sérieux. Donc, je vous propose juste de démarrer. Donc, en quelques mots, déjà, je me présente. Donc, je m'appelle Timothée Duverger, président de l'Association des lecteurs d'alternatives économiques, en succession du très honorable Christophe Fourel, ici présent. Voilà, succession récente. Voilà. Et nous avons décidé d'expérimenter un nouveau format, puisque notre idée, c'est d'organiser des webconférences, on va dire, autour d'articles parus dans le magazine. Voilà, donc en fait, on s'est d'abord, bon, il fallait bien démarrer quelque part, donc on s'est retrouvé en conseil d'administration, et c'est Jean-Louis Vira, qui d'ailleurs nous aide aussi sur le Zoom, qui est ici présent, qui a suggéré, qui avait lu attentivement l'interview de Vincent Tibéri, politiste à Sciences Po Bordeaux, par Jean-Christophe Catalon, donc, qui est journaliste à Alter Echo, et qui nous a dit, ça c'est un super article, enfin une super interview d'actualité qui plus est, puisque c'est en lien avec les élections législatives. Et donc, on a décidé unanimement, hein, il y a eu un vote très serré, évidemment, donc unanimement, on a décidé voilà, de proposer à Vincent et à Jean-Christophe, qui normalement devrait nous rejoindre, mais peut-être a-t-il un problème. On va voir. De toute façon, comme je disais, on en a un sur deux, donc tout va bien, on a de quoi faire. Et puis en plus, il est bavard, donc à vrai dire, on s'en sortira très bien. Et c'est Aurélie Champré, du coup, qui va animer. Aurélie qui me subit puisqu'elle est vice-présidente de l'association. Voilà. Et il y a Marianne Thibault aussi, que je remercie, puisqu'elle est en appui aussi pour l'organisation, les invitations de ces événements. Donc, je laisse la parole immédiatement à Aurélie pour, sans plus attendre, démarrer, on va dire, un format. Donc, il y aura d'abord une interview, puis ensuite questions-réponses questions, des échanges quoi, avec le public. Voilà. Et on enregistre tout pour que ce soit mis après, parce qu'on a créé pour l'occasion notre chaîne YouTube. Donc vous pourrez évidemment, si vous n'avez pas le temps de tout noter, rien ne vous interdira de revoir cette séquence sur YouTube. Voilà, j'ai tout dit et je m'arrête là. Et je donne la parole à Aurélie. Bonjour à toutes et tous, merci d'être là. Donc je ne représenterai pas les deux panélistes normalement qui sont là pour ce petit moment qui est, voilà, qui est plus un échange sur l'article effectivement qu'une table ronde en tant que telle comme on a l'habitude de les voir. Alors, Jean-Christophe Catalon, qui est journaliste à Alter Echo, devrait nous rejoindre et il est là parce qu'il avait, fin mars dernier, interviewé le monsieur que vous voyez normalement à l'écran également, Vincent Tibéri, qui a co-dirigé la rédaction d'un ouvrage qui s'appelle « Extinction de vote ». Et on a effectivement, comme le disait Timothée, pensé qu'à quelques jours du premier tour des législatives et en post-présidentielle, c'était quand même assez intéressant d'avoir un petit peu son regard, son analyse sur l'évolution de ce qu'il juge lui. Et je vais lui laisser la parole là-dessus, entre autres, aussi, une crise de la démocratie représentative. Alors, Vincent, vous l'attribuez entre autres à l'abstention. En tout cas, une des premières manifestations de cette crise démocratique représentative, c'est pour vous l'abstention. Première question assez générale, à quoi c'est dû d'après vous et qu'est-ce que ça raconte de l'évolution du rapport à la politique et à la chose publique au sens large? D'abord, merci Aurélie pour la question, puis merci Timothée et le conseil d'administration des lecteurs d'Alternatives économiques de me donner cette occasion d'inaugurer un nouveau format. Effectivement, je pense qu'il y a un premier problème autour de l'abstention qui est cette incapacité à la traiter comme autre chose qu'un défaut de civisme ou autre chose comme des gens qui n'auraient pas été en situation, en capacité de réfléchir à leur vote, d'être suffisamment connectés à la société, d'être suffisamment connectés aux enjeux politiques pour faire leur job. Effectivement, hein, il fut un temps, l'abstention, on la voyait comme effectivement un défaut d'intégration. Quand on regarde les travaux d'Alain Lancelot dans les années 60, mais aussi de certains politistes américains des années 40-50,
les abstentionnistes, c'était les moins intégrés des citoyens, c'était les moins compétents, on les retrouvait plutôt dans les catégories populaires, on les retrouvait plutôt chez les femmes, on les retrouvait plutôt chez les minorités ethniques aux États-Unis, etc. Et donc, très souvent, on considérait que l'abstention, c'était un défaut. C'était un souci, voire même une volonté de ne pas faire société. Mais on constate que c'est de moins en moins le cas. Et en fait, plutôt que de se dire à chaque fois quand l'abstention progresse que c'est le signe d'une crise du civisme, il faudrait peut-être s'interroger sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui que voter et qu'est-ce que c'est aujourd'hui que s'abstenir. C'est-à-dire qu'on se rend compte, quand on commence à analyser plus en profondeur, qu'il y a des gens qui votent, mais pas forcément dans une logique très civique, pas forcément dans une logique compétente, pas forcément dans une logique d'expression. On a beaucoup d'électeurs, et c'est particulièrement vrai dans les générations nées avant-guerre, qui exercent le vote non pas comme droit, non pas non pas nécessairement parce qu'ils ont quelque chose à dire ou parce qu'ils veulent s'investir, mais par déférence et par devoir. C'est-à-dire que du coup, le vote, c'est une remise de soi. Et ça, Bourdieu en parlait en fait dès les années 70 à propos du lien entre les catégories populaires et le Parti communiste. Donc cette idée qu'on s'en remettait à des gens de choisir pour nous, parce qu'eux, ils savaient. Et donc, quelque part, on a encore cette culture-là. Et en plus, cette culture, elle va de pair avec une vision de la démocratie, qui est une vision de la démocratie extrêmement verticale, extrêmement centrée sur la représentation, au sens où, non pas de représentativité, mais au sens de délégation à des élus, à des gens qui savent, à des grandes personnes, à des figures, etc. Et quand on compare ces électeurs qui votent avec beaucoup d'électeurs qui votent de moins en moins de manière constante, on constate qu'il y a des électeurs ou des abstentionnistes qui, en fait, ont un rapport à la politique et par leur rapport notamment au vote, ils expriment quelque chose peut-être d'une autre forme de civisme. C'est-à-dire que si on reprend par exemple ce que racontait François de Rugy au moment des régionales, lui il considérait que si les jeunes n'avaient pas voté, c'est parce qu'il y avait un manque d'éducation, parce que c'était la génération selfie, ils étaient auto-centrés, etc., etc. On se rend compte que c'est plus compliqué. On se rend compte d'abord que ce n'est pas qu'une histoire de jeunes. Quand on prend en compte la perspective générationnelle, quand on regarde les cohortes, quand on analyse le comportement, notamment à travers les enquêtes participation de l'INSEE, ce qu'on constate, c'est que plus une génération est récente, plus elle a un rapport intermittent au vote, c'est-à-dire qu'elle peut se déplacer à certains moments, mais pas à d'autres. Typiquement, on va se déplacer à une présidentielle, mais pas aux législatives. Et puis, on se rend compte que ce n'est plus une histoire de jeunesse, ça touche aussi désormais des générations de quarantenaires, voire de quinquagénaires débutants, donc qui sont un peu les parents des jeunes, qui eux aussi ont un rapport intermittent au vote. Et le plus gros paradoxe, c'est que plus une génération est récente, plus elle a un rapport intermittent au vote, mais plus une génération est récente, plus elle est diplômée. Et en fait, on se rend compte qu'il y a effectivement encore aujourd'hui une forme d'abstention, d'aliénation, on pourra y revenir, mais il y a aussi une abstention qui se construit dans le refus d'une démocratie qui cantonne les citoyens à uniquement être des électeurs, à être uniquement des gens qui désignent des grandes personnes pour choisir à leur place. C'est plus ça leur conception de la démocratie, et ça passe notamment par d'autres types de participation, par du militantisme, par de la pétition, par de la manifestation, par du boycott. En gros, on est citoyen en étant consommateur, on est citoyen en étant habitant d'un quartier, on est citoyen en étant quelqu'un qui utilise des moyens de transport, on n'est pas simplement citoyen en étant un électeur de manière épisodique, uniquement à certains moments de sa vie. Est-ce que, alors, moi je reviens sur plusieurs points, alors en les mettant en lien, alors qu'il n'y a peut-être pas lieu de le faire, mais vous évoquez l'âge comme étant finalement un facteur qui n'est pas tout à fait discriminant finalement dans l'abstention, dans le vote intermittent, etc. Est-ce que par contre, ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire que pour le coup, un des clivages assez marqués et marquants, c'est plutôt les classes dites populaires. Est-ce que ça, on l'observe encore? Est-ce que c'est encore vrai? Est-ce que ça traduit, vous parliez de verticalité, on peut parler aussi de faire de la politique de manière assez descendante. Il y a de plus en plus de politiques, notamment locales aujourd'hui, qui disent qu'il faut aller plutôt vers des politiques qui se construisent ensemble. On travaille beaucoup sur la concertation citoyenne, etc. Est-ce qu'il y a cette notion de verticalité et de politique descendante, en fait, qui fait qu'à un moment, l'abstention en vote fonction, alors qu'avant on allait.
ce vote sanction d'une manière ou d'une autre? Est-ce que l'abstention devient le nouveau vote sanction? Alors, il y a plein de choses dans votre question, Aurélie. La première, effectivement, il y a plein d'inégalités qui restent valables et qu'il faut vraiment avoir en tête quand il s'agit notamment de regarder ce que fait l'abstention et ce que ça fait en termes de distorsion de représentation parmi les électeurs qui votent. Jean-Yves Dormagin et Céline Braconnier, en 2007, dans un très beau livre qui s'appelait « La démocratie de l'abstention », avaient déjà en exergue de leur introduction, ils s'inquiétaient du fait qu'une majorité sociale pouvait devenir une minorité électorale. Et donc, ils prenaient comme exemple les employés, les ouvriers, les précaires, etc. etc. Et effectivement, on se rend compte que plus une élection suscite d'abstention, plus les électeurs qui votent sont socialement biaisés, territorialement biaisés, générationnellement biaisés, et même politiquement biaisés. Typiquement, les législatives, si on va effectivement vers une forte abstention, vous pouvez vous dire que ceux qui vont disparaître des urnes, c'est plutôt les employés et les ouvriers, c'est plutôt les territoires relégués, ça va être notamment les quartiers, alors même que c'est le moment où ils pourraient peser très fortement dans la désignation d'un certain nombre de députés. C'est les minorités, c'est les jeunes, et puis c'est l'accumulation de ces différentes caractéristiques. Donc, il faut bien avoir ça en tête. En face, effectivement, mais vous vous rendez compte que plus une élection suscite d'abstention, plus les électeurs qui vont se déplacer appartiennent à un milieu supérieur, sont plutôt des retraités, sont plutôt conservateurs en matière électorale. En gros, et c'est un peu, on peut réfléchir comme ça, une partie de la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est de se dire que son électorat, lui, va se déplacer, alors que l'électorat du RN, l'électorat de la NUPES a plus de chances d'avoir des abstentionnistes en leur sein. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on peut se poser la question de la représentativité des urnes. Et d'autant plus qu'on est quand même dans un système démocratique où, en dehors de ces élections qui aboutissent à désigner des candidats, les citoyens ont finalement peu de possibilités de s'exprimer, peu de possibilités de se compter, peu de possibilités d'exprimer un choix. On est quand même dans une des démocraties qui finalement rejette le plus le référendum, par exemple. Une des démocraties qui a le plus de mal à associer les citoyens, y compris au niveau local. Bien sûr qu'au niveau local, il y a de plus en plus de volonté de faire participer les citoyens, mais est-ce qu'on leur donne pour autant les clés du camion? C'est-à-dire que, dans les débats autour de la confiance à l'endroit des citoyens à l'endroit des élus, il faut se dire qu'on est face à des élus qui très souvent ont une culture politique qui reste une culture politique de méfiance à l'endroit des citoyens. Ils ne sont pas compétents, ils vont nous ennuyer, il faut tout leur expliquer, enfin bref. Et quelque part, Emmanuel Macron est aussi représentatif de cette culture-là. Donc, pour revenir à ce que vous disiez, du coup, en soi, on a effectivement quelque chose qui se joue là, en termes d'inégalité. Et ça se voit également. Alors, vous disiez que j'avais une tendance à minorer l'âge, c'est parce qu'aujourd'hui, les effets d'âge sont supplantés par des effets de génération. Et il n'empêche qu'il y a aussi des effets intersectionnels, il y a aussi des effets d'accumulation. C'est-à-dire que, quelque part, c'est encore… Il y a dans les jeunes générations des virtuoses de la participation qui, en gros, ne se contentent plus du vote parce que le vote, c'est un moyen d'action et ce n'est pas forcément le meilleur moyen d'action. Quand on y réfléchit, quand on veut s'exprimer, est-ce qu'il vaut mieux mettre un bulletin dans une urne qui ne nous appartient plus, qui est automatiquement transféré en soutien à l'endroit d'un candidat, par exemple un second tour de présidentielle, ou est-ce qu'il ne vaut mieux pas, à ce moment-là, faire de l'occupation, faire de l'activisme sur le web, faire du militantisme local, etc., où il faut participer à des protestations, des pétitions, où là, notre voix continue à nous appartenir. Donc, ceux-là, c'est des virtuoses de la participation. Et quelque part, je ne me fais pas trop de soucis pour eux, parce que du coup, ils maîtrisent parfaitement les codes et ils sont capables de se faire entendre. Ce qui me pose beaucoup plus de questions, c'est dans ces générations, les moins diplômés de génération diplômée, les employés, les ouvriers, les précaires. Typiquement, dans la jeune génération, là, les 18-25 ans, les 18-30 ans, ceux qui sont déjà sur le marché du travail, on sait, et ça c'est des lecteurs d'Alter Echo, donc vous le savez, quand on est entre 18 et 24 ans et qu'on est sur le marché du travail, c'est qu'on n'a pas forcément les meilleurs jobs.
Hein, on a les jobs qui, effectivement, peuvent être remplacés. On a les jobs qui sont les moins structurés en termes de protection sociale. On a les jobs d'intérimaires, etc., etc. Et cela, on se rend compte que non seulement ils ne participent pas électoralement, mais ils ne participent pas non plus dans les mouvements sociaux. Et là, ça permet de boucler avec le très beau chapitre qu'avait fait mon collègue Tristan Haute dans Extinction de vote. On a là un vrai souci. On a là un vrai souci parce que ces employés, ces ouvriers, c'est précaire, c'est peu qualifié. Eh bien, il y a 30 ou 40 ans, quand ils appartenaient aux générations du baby-boom, la socialisation à la politique, elle est passée par les syndicats, les collectifs de travail. Les mêmes, aujourd'hui ou il y a 10 ans, se retrouvent dans une situation où ils ne seront pas socialisés par le travail, ne seront pas socialisés par le collectif. Et donc, du coup, non seulement on ne les voit pas aux urnes, mais on risque de ne pas les voir dans les mouvements sociaux. Et ça, c'est très inquiétant d'un point de vue de représentation des inégalités, de la conflictualité sociale, etc. Vous faites un lien entre alors, la précarisation du travail entraîne aussi quelque chose de facto, en plus d'un mouvement plus tendanciel, qui est une syndicalisation finalement qui s'affaiblit en fait. Est-ce que c'était avant les prémices finalement de l'envie d'aller voter, d'engagement politique, qui soit locaux ou pas, pardon, mais est-ce qu'il y a cette idée-là aussi finalement qu'il y a un lien direct entre finalement l'engagement syndical et la mobilisation aujourd'hui électorale? Est-ce que ça reflète aussi une partie de l'effet générationnel dont vous parliez, quoi? Ouais, c'est une sacrée bonne question et je vais même commencer par un paradoxe. Le paradoxe, ouais, on dit, enfin, certains disent, je n'en fais pas partie, hein, certains disent qu'il y aurait droitisation de la société française et voire même que, par exemple, sur la question d'inégalité sociale, il y aurait un basculement vers des valeurs de droite, vers les valeurs du marché, etc., etc. Quand on regarde les enquêtes et qu'on regarde notamment ce que veulent les employés, les ouvriers, quand on leur demande est-ce qu'il faut plus de redistribution ou pas, est-ce qu'il faut plus de fonctionnaires ou pas, est-ce qu'il faut plus de liberté pour les entreprises ou au contraire plus de contrôle, est-ce qu'il faut compétitivité ou salaire, etc. Enfin, tous ces indicateurs de position de gauche ou de droite socio-économique, on se rend compte que les ouvriers et les employés d'aujourd'hui sont tout aussi à gauche qu'avant. Il n'y a quasiment pas d'effet du renouvellement générationnel de ce point de vue-là. Donc, ce qui est quand même en soi intéressant, c'est-à-dire que les valeurs de gauche sont là. Il y a en plus des demandes de gauche dans le sens où quand on demande à ces employés ouvriers c'est quoi les problèmes les plus importants, ils vont mettre en avant les questions de pouvoir d'achat, d'inégalité, etc., etc. Pourtant, le vote des ouvriers est beaucoup plus éclaté qu'il ne l'était il y a 20, 30, 40 ans. Alors, c'est en partie parce qu'il y a eu du renouvellement générationnel, mais c'est aussi en partie, effectivement, à cause des transformations de la manière d'être un ouvrier. Et donc, à rebours, ça interroge le fait que les employés et les ouvriers des années 70 n'étaient pas forcément les plus culturellement progressistes. Dans les enquêtes qu'on a, par exemple, sur le divorce, les immigrés, la peine de mort, il y avait un certain nombre de valeurs clairement considérées comme conservatrices aujourd'hui. Et pourtant, ces ouvriers, ils votaient à gauche. Et ils votaient massivement à gauche. Alors, pas tous, il y avait des ouvriers de droite, autour de 30%, mais Florent Gougou, Guy Michelat, Michel Simon montraient qu'il y en avait quand même il y en avait 70% qui choisissaient la gauche. Et comment on choisit la gauche? Pourquoi on choisit la gauche? Parce qu'il y a des collectifs, parce qu'il y a de la socialisation, parce qu'il y a de la politisation sur le monde du travail, parce qu'il y a des syndicats qui, effectivement, quelque part, se chargeaient de rendre visible, de conscientiser, de créer une identité. Aujourd'hui, on constate qu'il y a une forme de délitement chez les ouvriers. Et notamment, par exemple, quand on leur demande quelle est votre classe sociale subjective, en gros, est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir à une classe et si oui, laquelle? Mais souvent, ils disent maintenant classe moyenne. C'est-à-dire qu'il y a plus le sentiment de faire partie d'un groupe. Pourtant, les valeurs sont toujours là. Donc, il y a un vrai… Là, ça nous raconte aussi quelque chose, et ça nous raconte que ce mouvement d'individuation qu'on constate, que Engelhardt avait repéré dès les années 70, en gros, on est de plus en plus individualisé. Ça peut être cool d'être individualisé, parce que ça permet de réfléchir à ses propres valeurs, sa position, son mode de vie, etc. On se rend compte que ça a des effets qui peuvent être délétères parmi les catégories populaires, et notamment dans l'entraînement aux urnes. Et ça, Braconnier et Dormagin le montraient aussi, c'est-à-dire que dans les quartiers, pour faire voter les jeunes, il n'y avait rien de tel que les parents, donc le dîner chez les parents, quand on était mal inscrit, mais il y avait aussi toutes les micro-pressions.
dans le monde du travail, dans le monde amical, etc. S'il y a, voilà, il y a des moments, il faut qu'il y ait ces micro-pressions pour que les gens aillent voter. Alors, je continue mes questions, Vincent. Alors, bon, du coup, les gens qui nous suivent ne le savent pas, mais ça ne suit absolument pas les questions qu'on avait fixées. Désolé. Non, mais c'est moi, j'y contribue allègrement. Mais est-ce qu'il n'y a pas une recherche aussi dans l'évolution de la société actuelle? Je rebondis sur la question de l'individualisation de la société. Est-ce que cette tendance elle ne contribue pas d'une certaine manière à un autre mouvement de fond qui est parallèle, qui est plutôt que de chercher ce qui nous réunit, on a tendance à chercher ce qui fait la différence avec le voisin finalement. Et donc, du coup, ce que vous évoquiez comme étant finalement ce qui a marqué, ce qui a été un grand marqueur de la gauche à travers les syndicats, les collectifs, etc., c'était aussi la question de la reconnaissance, en fait, au sein d'un collectif. Et là, j'ai l'impression, moi, mais c'est une vraie question, on est beaucoup dans une société où on cherche à se différencier plutôt qu'à chercher ce qui nous unit. Je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué dans le sens où, allez, sur les questions de climat, par exemple, il y a des gens qui ont envie de faire société commune. Sur les questions du militantisme associatif, il y a des gens qui ont envie de faire société commune. Quand on pose la question des solidarités, en gros, typiquement, c'est Frédéric Gontier qui faisait ça dans l'enquête Valeurs de 2018, demandait aux gens s'ils étaient concernés par ce qui pouvait arriver à leurs proches, aux voisins, aux gens de leur âge, aux citoyens, etc. Et on se rend compte que ça n'a pas baissé, ce besoin de se sentir concerné. Bien sûr qu'il y a une forme d'individualisme qui peut aboutir aussi à une forme de repli sur soi. Et moi, ma gueule, mon 4x4, ma maison à moi, mon jardin, il y en a. Il y en a. Et sociologiquement, on va les retrouver plutôt dans l'électorat de droite ou de centre-droit. Mais à rebours, vous avez aussi tout un tas d'individus qui sont dans la logique du concernement social, dans la logique où effectivement, ce qui arrive aux immigrés, ce qui arrive aux pauvres, ce qui arrive aux précaires, ça fonctionne. Et puis le truc intéressant, quelque part, quand vous reprenez par exemple ce qui s'est passé sur les gilets jaunes, je parle des gilets jaunes qui sont restés, hein, pas ceux qui ont disparu très vite et qui étaient vraisemblablement très différents, ou en tout cas n'ont pas été socialisés de la même façon, mais ceux dont on parle aujourd'hui dans les bouquins sur les budgets contraints, je parle là en termes de nombre de travaux sur la question, c'est super intéressant, se rendre compte qu'il y a eu la volonté de créer une grammaire commune, confrontation des différents modes de vie, modes d'habiter, modes de se déplacer, découverte de points communs, politisation, c'est super intéressant de ce point de vue-là, les Gilets jaunes. Il faut se souvenir que les Gilets jaunes, du point de vue de la sociologie des mouvements sociaux, c'est un mouvement atypique. C'est un mouvement qui n'aurait pas dû avoir lieu. Et pourtant, qui a eu lieu et qui s'est maintenu, vaille que vaille, avec en plus une difficulté très forte et un clair rejet de la délégation. Et ce rejet de la délégation, on le retrouve quelque part, ça permet de reboucler avec la question de l'abstentionnisme. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un moment très particulier où les élus ont tendanciellement tendance à se professionnaliser, ont tendanciellement tendance à recourir de plus en plus à de l'expertise. On est face à des citoyens qui, de par leur niveau de diplôme qui s'élève, de par leur capacité de s'informer et de s'auto-informer, sont de plus en plus exigeants. Et du coup, il est très frappant de constater que la routine du pouvoir, que ce soit au niveau local, régional ou national, est une routine qui a tendance à oublier les citoyens, mais on est quand même face à des citoyens qui de plus en plus sont capables de jouer leur rôle, et certains d'entre eux le font. Et du coup, ça crispe, ça turbule, ça met des grains de sable dans la machine. C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui participent beaucoup plus, de manière beaucoup plus hétérogène. Alors après, il ne faut pas se leurrer, hein. Ceux qui participent ne sont pas forcément représentatifs de tout le monde. Mais il n'empêche que quand on est un élu ou un collaborateur d'élu, on se rend compte, même au niveau local, que il ne nous laisse plus faire, quoi. Et ce n'est pas inintéressant, ça. Il y a des rappels à l'ordre aujourd'hui qui sont rendus aussi plus possibles et visibles par ailleurs par les outils contemporains. Mais alors, je passe à quand même une des questions qu'on avait préparées.
c'est bien, c'est bien aussi. On est à quelques jours, c'est le moins qu'on puisse dire, du premier tour des législatives. Vous parliez à l'instant de collectif, d'unité. Est-ce que sans faire finalement de prédictions un peu hasardeuses, est-ce que vous pouvez nous évoquer avec nous finalement des scénarios de mobilisation et des scénarios de résultats sur les législatives? Et puis, peut-être question couplée, je suppose. Est-ce que ce qu'a réussi à faire finalement, ce que la gauche a réussi à faire, au moins pour les jours qui viennent, sous l'impulsion de Jean-Luc Mélenchon, à savoir, pour le coup, un collectif et de défense et de construction, en fait, commune, est-ce que c'est de nature à jouer, en fait, sur la mobilisation et les résultats? Alors, je sais que ça va faire rire Timothée, qui va bien d'un point de vue bordelais, se souvient de mes grands moments de pronostic. Bon, donc je vais avoir plein de disclaimers, il faut faire attention, tout ça, tout ça. Premièrement, ce qu'on est en train de vivre, ou en tout cas de ce vers quoi on pourrait se diriger, n'était pas vraiment ce qui était prévu. Effectivement, on pouvait s'attendre à la répétition d'un scénario qu'on a vu depuis 2002, en 2007, en 2012, en 2017, etc., qui faisait des législatives un scrutin de confirmation et d'amplification, avec une tendance à considérer, avec une démobilisation des perdants et une relative mobilisation du camp gagnant. Ce qui expliquait pourquoi en 2002 et 2007, la droite était très haute et la gauche beaucoup moins qu'elle ne l'aurait pu. Pourquoi en 2012, la gauche a très bien réussi, y compris dans la région bordelaise, on a failli avoir un député de gauche à Arcachon, ce qui quand même laisse toujours songeur. Et pourquoi en 2017, on s'était retrouvé avec autant de députés LREM, y compris des députés inconnus 2 semaines avant l'élection qui réussissent à déboulonner des notables qui pensaient pouvoir l'emporter sur la foi de leur bilan et de leur connaissance, y compris au sein du PS Girondin, n'est-ce pas Timothée? Donc, on est effectivement dans un truc un peu particulier. Alors, un des phénomènes importants, ça nous permet de réinterroger déjà la présidentielle. Je fais partie des quelques-uns qui disaient qu'il y aurait pu y avoir une autre campagne. Il y aurait pu y avoir une campagne, par exemple, sur les thématiques de la gauche. Une partie de la présidentielle a été un peu phagocytée par le Covid, par la guerre en Ukraine, par le choix tactique du président sortant de faire une campagne courte. Mais il y avait quand même des fondamentaux qui auraient pu faire exister la gauche et la mettre à un niveau beaucoup plus haut que celui qu'elle a fini par atteindre à la présidentielle. Notamment en termes de valeurs culturelles, notamment en termes de valeurs socio-économiques, notamment en termes de valeurs environnementales. Donc là, on se retrouve effectivement avec une confirmation ex post que, effectivement, un programme de gauche, ça peut susciter une certaine adhésion. Donc ça, c'est un premier truc. Le deuxième truc, il s'est passé ce que beaucoup avaient un peu pronostiqué, c'est que la gauche divisée, ça ne réussit pas très très bien. Et a fortiori, quand on a un mode de scrutin qui, de fait, rend quasiment impossible des triangulaires au moment des législatives. Donc, il y a à la fois des phénomènes intéressants et des phénomènes plus compliqués à voir. Premier phénomène, est-ce qu'effectivement, la gauche est en situation de se qualifier au second tour? Mais là, mécaniquement, le fait d'avoir joué l'union va rendre les choses plus simples. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être à 20% seul qu'à 30% à 3. 30% à 3, on est éliminé. Ensuite, ça n'augure pas nécessairement, ça peut augurer d'une certaine force de la gauche au soir du premier tour, d'une capacité à se qualifier notamment face à LREM dans un certain nombre de circos, ce d'autant plus qu'on peut se poser la question d'une possible surestimation du Rassemblement national due au sondage par Internet. C'est-à-dire que les sondages par Internet surestiment le RN. On l'a vu au moment des régionales, on l'a revu au moment de la présidentielle. Donc peut-être que le RN est encore plus bas. Ce qui veut dire qu'à la fin, si le RN est encore plus bas,
mécaniquement, c'est plutôt favorable aux deux autres camps qui restent. Après, l'intérêt, ça va être les seconds tours, et notamment ce qui risque de se passer. Est-ce que les électeurs du RN voteraient pour Emmanuel Macron? C'est probablement compliqué, excepté dans la frange la plus conservatrice, classe moyenne, indépendant, qui actuellement ont une forme d'aversion à l'endroit de la NUPES. Le RN populaire, c'est pas vraiment sûr. Le RN populaire se reporter sur Emmanuel Macron, c'est probablement plus compliqué. Quoi qu'il en soit, on est quand même dans un moment particulier, avec des intentions de participer qui sont très très dures à mesurer, mais qui laissent à penser qu'on est quand même on va quand même pas avoir une très forte participation. Alors peut-être qu'il va se passer des choses, mais j'ai un doute. J'ai un doute parce que de fait, on a effectivement été dans une campagne chloroforme, et donc pas sûr que dans les quartiers, ça se mobilise autant que ça aurait pu, pas sûr que la jeunesse se mobilisera autant qu'elle aurait pu, pas sûr que les employés ouvriers se mobiliseront autant qu'ils auraient pu. Et là, quelque part, ça pose une grave question sur, encore une fois, la représentativité de la démocratie représentative. C'est-à-dire qu'avoir une logique d'acteur qui fait qu'on veut à tout prix minorer la campagne, on veut minorer les clivages, etc., est-ce que c'est un bon choix tactique? Est-ce que c'est un bon choix politique et un bon choix démocratique à terme? C'est une vraie question. Voilà, donc pour l'instant, ça redonne des législatives intéressantes, et ça, je n'aurais pas dit ça il y a 2 mois. Ça redonne la possibilité pour des électeurs de gauche qui ont été floués par le second tour de remettre une pièce dans la machine, pouvoir rejouer un petit peu. Après, qu'est-ce que ça peut augurer dans la suite pour la gauche notamment? Les choses sont quand même plus compliquées. Et je terminerai juste sur ça. Il ne faut pas oublier que le vote pour Jean-Luc Mélenchon, il y a en partie un vote d'adhésion. Il y a en partie sa capacité à parler à 3 gauches, marcher sur 3 jambes, quelque part, la gauche écologique, la gauche culturelle, la gauche sociale. Mais il ne faut pas oublier que le rapport au parti et le rapport aux candidats, notamment dans les jeunes générations, n'est clairement plus un rapport de remise de soi. C'est-à-dire que derrière, ils peuvent rebouger, ils peuvent repartir vers d'autres alternatives politiques, ils peuvent choisir de voter pour d'autres partis à l'avenir. Alors, s'ils sont de gauche, ils resteront à gauche. Donc, il ne faut clairement pas avoir en tête que, ça y est, la NUPES serait un parti qui, de nouveau, a un électorat stable, comme le Parti communiste pouvait l'avoir, pouvait compter sur un matelas de voix. Je pense que les choses sont beaucoup plus compliquées. Et donc, la gauche d'en haut peut très bien mieux s'en tirer cette fois-ci. Ça aurait pu être beaucoup plus dur si jamais il n'y avait pas eu cette NUPES. De là à penser que ça y est, ils ont trouvé la martingale pour recréer un lien positif entre la gauche d'en bas et eux, je pense que c'est plus compliqué parce que culturellement, les générations qu'ils ont en face d'eux sont des générations à qui on ne la fait plus. Merci Vincent. De rien. Alors, je crois que Jean-Christophe Catalan, que vous avez interviewé, nous a rejoint. S'il a eu des difficultés pour nous rejoindre il doit nous rejoindre, mais je pense que ce n'est pas encore le cas. Bon. Il est encore là, en effet. Ah, mais si, à l'instant. Il est arrivé. Hein. Il semblait l'avoir la liste pourtant. Autant pour moi. Le réseau d'Internet était bouché. Non, je suis vraiment confus, je vous présente mes excuses. Bonjour Jean-Christophe. Le de la quotidienne pas de problème. Difficile. Bonjour à tous. Alors, contrairement à ce qu'on avait prévu, vu l'heure, je vais vous poser une question, mais j'invite avant qu'on en termine pour le jeu un peu de questions-réponses avec Jean-Christophe Catalan et Vincent Tibéri, à inviter les participants à poser des questions, le cas échéant, soit dans le chat, soit se manifester avec la petite main qui se lève, si vous avez envie ensuite d'échanger, de poser des questions. On accordera, il est 18h40, on se prendra un quart d'heure à peu près voilà, pour ça. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Sur ce, la dernière question, finalement, Jean-Christophe, je vous pose un peu la même qu'à Vincent, c'est-à-dire les législatives sont le premier tour est dans quelques jours. Selon vous, quels sont les scénarios de mobilisation et de résultats
voilà, sur lesquels vous avez travaillé ou pas chez Alter Eco. Je sais que vous aviez fait un sondage à l'époque pour la présidentielle, mais et puis il y a quelque chose dont on avait discuté ensemble, moi, qui me semble assez intéressant aussi au regard de ce que Vincent disait dans son ouvrage par rapport à qu'est-ce qui fait ou pas le vote aujourd'hui, c'est la question de la personnalisation finalement de cette campagne législative. Parce qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon la personnalise énormément. Est-ce que c'est un élément en fait qui peut jouer sur la mobilisation, par exemple? Tout le monde m'entend bien? Très bien. Alors tout à fait, Aurélie, j'allais commencer effectivement ma réponse sur personnalisation. La stratégie qu'a employée Jean-Luc Mélenchon est de troisième tour et de élisez-moi Premier ministre, le troisième tour de la présidentielle. Alors, fiable sur le principe, surtout pour quelqu'un qui est d'essayer de rejouer cette surpersonnalisation et de l'homme providentiel qui peut répondre aux enjeux. Mais à l'inverse, ça a le mérite, d'un point de vue purement stratégique, effectivement, de remettre de l'enjeu dans le scrutin. Et il y a un scrutin où voilà, il n'y a pas les candidats de toute façon, les et personnaliser, ça peut donner en tout cas un élan ou en tout cas maintenir un peu l'intérêt. Ça peut peut-être plus aussi d'intérêt pour certains médias, pour les médias grand public, de pouvoir continuer à faire jouer ce match Macron-Mélenchon. Eux, ils aiment bien les duels comme ça. Et donc, du coup, ça continue à être, en plus, avec l'accord qu'il y a eu pour la nouvelle union populaire, écologique et sociale, qui a aussi pas mal accaparé des temps d'antenne. Ça peut avoir cet effet. Après, effectivement, toujours la même réponse, hein, on n'a pas de boule de cristal. C'est quelque chose de nouveau. Ça n'a pas été tenté les fois précédentes. Les fois précédentes, que ce soit Nicolas Sarkozy, Macron, c'était nouvellement élus, qui étaient pour un premier mandat et qui ensuite ont perdu derrière ou qui ne se sont pas présentés. Donc c'est la première fois qu'on est dans cette configuration où c'est un président réélu avec une législative qui suit derrière, plus un opposant qui tente quelque chose et qui, en tout cas médiatiquement, a arrivé à construire ce duel. Après, à voir si ça suffira à maintenir l'intérêt des électeurs. On peut rester quand même relativement dubitatif. Hein. Peut-être que ce sera un petit peu mieux que la participation de 2017, mais c'est même pas ça. Et on voit à rebours, ou à Mario, que dans le camp d'en face, c'est la stratégie opposée. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on ne les entendait pas du tout. L'idée était d'anesthésier un peu la campagne, même du côté du RN. C'est le jeu des institutions. Les législatives sont là pour donner une majorité au président. À ce discours-là, autant chez la majorité présidentielle actuelle que au Rassemblement national. Et là, en voyant les quelques sondages qui sont à prendre avec des pincettes, mais encore plus avec les législatives, parce que ni scrutin, donc c'est difficile à et avoir des résultats robustes. Voilà, malgré cela, les sondages qui montrent quand même un certain élan de la NUPES a visiblement créé au moins pas une panique, mais au moins un besoin de réaction du côté de la majorité, où on a vu le JDD de dimanche avec Castaner disant, enfin voilà, avec des critiques. Voilà, il y a quand même, comment dirais-je, réveil en tout cas du côté de la majorité, où là on se dit, bon, il faut quand même peut-être faire campagne, s'opposer à eux au moins dans la dernière ligne droite, parce que finalement, leur histoire de gauche unie, ça a l'air ça tient pour l'instant. Et en tout cas, Jean-Christophe, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre micro? Je suis désolée, c'est très cavalier de vous couper. Mais voilà, je crois qu'il y a quelques... Ouais, je pense que c'est mieux.
D'accord, désolé. Bref, bon, tout ça pour dire que aucune idée de si ça va porter ses fruits. En tout cas, c'est une stratégie, une Donc, configuration nouvelle et qui rend le scrutin intéressant. Et pour terminer, juste un point sur le Rassemblement national. Rappelez que déjà en 2017, ils avaient fait un très bon score et qui s'était, enfin, Marine Le Pen avait fait un bon score au tour, enfin, par rapport au poids du Rassemblement national, d'avoir fait 34% au second tour en 2017, c'était déjà pas négligeable et ça s'est soldé aux législatives avec seulement 7 députés élus. On peut se poser la question là, sachant qu'eux aussi n'ont choisi plutôt de ne pas beaucoup faire campagne et ils ont aussi beaucoup eu de défections de cadres qui sont partis chez Reconquête. Enfin, on ne connaît pas trop les visages des autres candidats RN qui se sont présentés dans les 500. Je ne sais même pas si c'est un ou une dans chaque circonscription. Mais tout ça pour dire que ils n'ont pas beaucoup de poids lourds et en plus de ça, ils ne font pas beaucoup campagne et en plus de ça, même s'il s'est affaibli, le Front républicain a quand même fonctionné un petit peu au second tour de la présidentielle. Donc, à titre personnel, c'est que mon avis, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais je ne m'attends pas non plus à ce qu'il y ait énormément de... On aura peut-être plus qu'en 2017, mais je ne m'attends pas à ce qu'il y ait énormément d'élus Rassemblement national, élus pas ce dimanche, mais le 19. Voilà ce que... merci beaucoup. Alors, j'essaie de regarder en même temps les questions. Alors, Marc Santoni, je ne sais pas si vous voulez peut-être plutôt prendre la parole directement, ça vous permettra de poser votre question par ailleurs à l'un des deux ou les deux si ça vous semble pertinent. Ce sera plus sympa que je la lise moi-même, je pense. Oui, ben, voilà, donc je pense que c'est dans le sujet, mais ce n'est pas directement un sujet politique, mais c'est plus global. Vous avez dans votre famille, par exemple, des jeunes jeunes travailleurs, 25 ans, jeunes électeurs, qui ne veut pas aller voter. Bon, il dit que ça changera pas sa vie. De toute façon, sa voix, elle ne comptera pas. Ce n'est pas ça qui fera basculer l'élection. Et puis, les gens qui seront élus, ce n'est pas eux qui pourront changer grand-chose parce que tout est déjà figé d'avance. Voilà, donc c'est des choses qu'on entend. Bon, est-ce que vous avez des formules qui pourraient un petit peu permettre de semer le doute dans cette forme de conviction? Voilà, ça peut être utile. Semer le doute, mais en même temps, ce n'est pas faux. C'est vieux comme Anthony Downs, qui était un des premiers économistes à avoir travaillé sur le vote. C'est-à-dire que la plupart du temps, notre vote il va dépendre de ce que font les autres. Et donc, effectivement, à soi tout seul, on ne fait pas forcément une différence. À ceci près qu'on voit bien que c'est des questions de mobilisation cognitive, c'est-à-dire que seul, ça ne marche pas, à plusieurs, ça peut commencer à changer. Je le disais tout à l'heure, c'est assez frappant ce qui s'est passé dans les banlieues au moment de la présidentielle. C'est-à-dire qu'on s'attendait a priori à une forte abstention, on s'attendait à une abstention des jeunes aussi. Au final, il y en a quand même. Ils étaient 80% à s'abstenir en régional, il y en a 60% qui se sont déplacés à la présidentielle. C'est quand même pas rien. Et ce n'est pas rien, y compris dans les quartiers dits de grands ensembles, etc. Là, ils se sont mobilisés. Simplement, ils se sont mobilisés dans un mode de scrutin où finalement, ils pèsent peu. Si les gens de Clichy, si les gens de Montfermeil se mobilisaient, vraisemblablement qu'il n'y aurait pas de députés de droite dans leur circonscription. Et donc là, c'est un enjeu collectif, c'est-à-dire que le but du jeu, ce n'est pas toi seul en tant que jeune qui va faire quelque chose. C'est si toi et tes copains, vous y allez. Après, il ne faut pas non plus, faut pas se leurrer. En face, on est aussi face à des jeunes qui se disent que la politique, la construction politique, le fait de militer dans un parti pour construire un rapport de force interne, pour pouvoir peser sur les programmes pour éventuellement à la fin que les choses changent, etc. On voit que ça prend beaucoup de temps. Et derrière, il y a cette notion d'urgence qu'on voit très, très bien dans la génération climat et qu'on a très, très bien vu dans les mouvements de jeunesse qui se sont produits entre les deux tours. Cette idée qu'il faut bouger dès maintenant. Et effectivement, ça leur donne l'impression qu'ils ont peut-être plus de chances de se faire entendre
en la jouant Extinction Rébellion plutôt qu'en allant passer par un isoloir et mettre un bulletin dans une urne. Bon, après, je pense qu'il n'y a pas le choix, il faut utiliser tous les moyens d'action. Mais effectivement, quand je vous dis que le vote, ça ne suffit plus, c'est parce qu'effectivement, il y a dès lors qu'en France, on reste sur une notion de voter, c'est élire, et non pas voter, c'est choisir, mais vraisemblablement que ces jeunes-là sont un peu désabusés d'ores et déjà. Et c'est un désenchantement informé, c'est un désenchantement de diplômés. Ce n'est pas forcément un désenchantement d'incompétents ou d'aquabonistes. C'est qu'ils ont effectivement réfléchi. Donc la vraie question, derrière, c'est typiquement sur la CCC, si on était allé jusqu'au référendum, vraisemblablement qu'on aurait vu des jeunes se mobiliser. Mais là, du coup, le bulletin, ce n'est pas le soutien à un candidat, c'est un choix. Merci. Bon, c'est pas gagné, mais merci. J'ai pas coupé mon son. Oui. Je pense effectivement qu'il y a un enjeu de culture politique micro, c'est-à-dire si on est dans journaliste, on parle à la rédaction tu as vu dans la presse, il a parlé de ça, enfin, on est amené un peu par ces choses-là. Je pense que si dans un cercle familial où il y a des gens qui sont très politisés, ça se transmet, quoi. C'est comme ça que l'intérêt se suscite. Si on a des copains qui parlent tout le temps de ça, inversement, si dans notre cercle social, que ce soit au travail ou à la maison ou ailleurs, et tout le monde est désabusé, effectivement, il y a ces enjeux très micro aussi qui jouent. Et moi, il y avait dans le livre avec 5 potes, du coup, à partir duquel il y avait le chapitre de Tristan Haute qui m'avait marqué sur le travail et l'emploi, déterminant négligé de l'abstention. Et que la désindustrialisation, la désyndicalisation, il y avait l'aspect que on politisait moins les enjeux au niveau du travail, ou avant la lutte pour les salaires, enfin pour l'augmentation des salaires qui se faisait au niveau de l'entreprise, mais aussi du coup on l'a pensé au niveau peut-être un peu plus global ensuite avec les élections. Là, avec l'atomisation un peu de la société, avec la tertiarisation, la désyndicalisation, tous ces éléments jouent aussi dans le fait que certaines personnes tombent dans l'abstention en se disant de toute façon, ça ne changera pas, soit je ne suis pas assez compétent, soit ça ne changera pas. Je pense qu'il y a aussi cet enjeu-là de recréer du collectif et du collectif qui politise les enjeux. Et de ce point de vue, effectivement, ce qui est visible, c'est plutôt les mouvements climat chez les jeunes. Ça, on a fait effectivement que ça mobilise aussi, en tout cas visiblement à la présidentielle, il y a eu un transfert quand même entre ces mouvements citoyens et aussi les scores notamment celui de Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, je pense qu'il y a un enjeu vraiment culturel et très micro et une trajectoire longue de comment on fait collectif et comment on pense des enjeux politiques à des niveaux Je ne sais pas si vous m'entendez. En fait, ça saute énormément de mon côté. Je dois avoir des problèmes de réseau. J'ai peur de couper la parole. C'est bien à toi, du coup. Hein. Oui, Aurélie, on t'entend bien. Et je vois qu'il y a une main levée. C'est Christophe, si tu le... Aurélie, tu me donnes la parole? Bien sûr, c'est gentil. Merci. Tu mets même en grand, tu vois. Bon, super. Merci à Vincent et Jean-Christophe pour leurs exposés et explications. Est-ce qu'on peut considérer que la participation électorale est une institution? C'est-à-dire au sens où
bon, il y a quand même une défiance vis-à-vis des institutions qui, j'ai l'impression, s'affirme un peu partout. Et quand je dis institutions, c'est beaucoup d'institutions, que ce soit l'école, que ce soit… et donc, est-ce qu'on peut englober, je dirais, la participation électorale dans ce mouvement plus large de défiance vis-à-vis des institutions? Ça c'est la première réflexion que je me suis faite en vous écoutant. Ensuite, moi, quand j'ai eu des discussions avec des spécialistes de l'opinion, ce que je comprends, c'est qu'il y a aujourd'hui plutôt deux sentiments dominants, celui de la peur et celui de la colère, que là, j'ai du mal à savoir lequel des deux. Il y a encore quelques temps, je pensais que c'était le sentiment de peur, hein, de crainte qui dominait sur la colère. Aujourd'hui, je ne sais pas trop comment on peut qualifier les choses, mais au-delà de ces deux sentiments, ce qui est certain, c'est qu'il y a au-dessus, dans l'opinion, une défiance vis-à-vis de la politique. Et donc, ça reboucle avec ma première question. Et puis, du coup, comme je vais vous quitter, je vais écouter les réponses, évidemment, qui seront données, mais je voulais encore vous remercier toutes et tous, à la fois pour l'initiative, et je pense qu'il faut continuer dans cette voie, et remercier évidemment les intervenants. Je ferme ma caméra et mon micro pour entendre. Oui, alors je pense effectivement que la participation électorale, ça peut se rapprocher d'une institution. D'abord, ça a été construit comme ça. C'est-à-dire que quand on reprend notamment dans le bouquin Extinction de vote, il y a deux chapitres, l'un de Yves Deslois et l'autre de Florence Fauché, qui parlent de cette dimension-là. C'est-à-dire que Deslois rappelle qu'on a construit le vote pour en faire ce que certains appellent de l'orthopédie sociale. C'est-à-dire que face à de multiples manières de participer, on a quelque part contraint les électeurs de la Seconde et de la Troisième République, enfin les citoyens de la Seconde et de la Troisième République, à n'être plus que des électeurs et à oublier tous leurs autres moyens d'action. Et c'est du coup tout le discours des légitimants des manifestations, classe laborieuse, classe dangereuse, etc., etc. On voit bien que ce discours aujourd'hui, ça fonctionne moins. De la même façon, Florence Fauché, elle montrait que le vote, c'est tout un ensemble de rituels qui font que le vote, c'est pas que le vote. C'est pas pour rien que ça a lieu dans les écoles, c'est pas pour rien qu'on passe dans un isoloir qui ressemble à un confessionnal, c'est pas pour rien qu'on va à l'urne comme certains vont à l'hôtel, et puis c'est pas pour rien qu'il y a une espèce d'échange de bulletins. Alors, dans un cas, ça renvoie à l'Eucharistie, dans un autre cas, ça renvoie effectivement au vote. Et puis certains disent amen et d'autres disent à voter, quoi. Donc tout ça, c'est pas innocent. Et donc effectivement, il y a une forme de défiance à l'endroit du vote, non pas parce qu'on aurait peur de ne pas être compté, hein, c'est pas la défiance à l'américaine, c'est pas la défiance telle que Trump a pu essayer de jouer avec en 2020, mais c'est effectivement, est-ce que nos voix sont réellement entendues? C'est pas, elles sont-elles pas comptées, est-ce qu'elles sont entendues? Et donc, oui, ça renvoie effectivement à la question de la confiance en général et l'incapacité, du coup, d'un système politique, une offre politique, à effectivement recréer du lien. Et on voit bien que c'est toute une difficulté du nouveau président qui nous explique qu'il veut mettre en place de la démocratie participative, il veut mettre les citoyens, il veut associer plus les citoyens. Enfin, en même temps, si c'est une association à la manière du grand débat où le citoyen pose la question et la grande personne répond à sa place pour lui montrer combien il a bien réfléchi, c'est pas ça la démocratie. Et donc, c'est un des vrais enjeux. Après, je ne suis pas sûr qu'à l'échelle de l'ensemble de la société française, les gens soient d'accord avec ce que c'est que la démocratie souhaitable. Certains sont favorables à un gouvernement des experts, ils sont plutôt macronistes, d'autres sont favorables à un leader fort, c'est plutôt le Rassemblement national et les Zemmouriens, et puis d'autres sont finalement plutôt favorables à des citoyens tirés au sort, mais là, il faut être non seulement de gauche et que les citoyens nous ressemblent. Donc, on sait contre qui on est, je ne sais pas vraiment si on est au clair sur ce qu'on vous souhaiterait collectivement. Merci beaucoup à tous les deux. Je ne sais pas si Jean-Christophe, vous voulez rajouter quelque chose. Sinon, je vous propose doucement tous les deux de plutôt aller vers le mot de conclusion, vu l'heure.
qu'on puisse libérer à peu près les gens à l'heure et respecter le timing qu'on s'était donné et qu'on leur avait donné. Non, j'ai rien de particulier à ajouter sur ce point. Je voulais à nouveau m'excuser pour mon retard et remercier Aurélie et Timothée pour avoir organisé ce webinaire, et puis vous rappeler aussi que effectivement dimanche soir il y a le résultat du scrutin, et que la semaine prochaine, comme pour la présidentielle, dès le lundi, vous aurez les premiers décryptages, en tout cas, de la rédaction sur les résultats, sur ce qu'on peut en tirer comme enseignement à la fois de sociologie politique et de rapports de force électoraux. Donc voilà, continuez à nous suivre, à aller sur le site, puisque vous aurez en tout cas des articles pour continuer, en tout cas, nous, à faire notre travail de décryptage et essayer de comprendre les enjeux. Merci encore. Merci. Moi, j'ai beaucoup causé, donc je dis juste merci encore une fois pour cette occasion d'échanger ensemble, et bonne continuation pour les prochains débats. Merci beaucoup à toutes et tous. Timothée, si tu veux avoir le mot de la fin comme tu as eu le mot d'introduction, je te laisse la parole. Et du coup, je me mets en évidence, puisque c'est comme ça qu'on dit sur Zoom. Non, mais merci beaucoup à toi aussi, Aurélie, parce que tu es redoutable. En fait, ils vont t'embaucher même maintenant à la Scope, parce que sur l'interview, c'était tout à fait vraiment très bien, y compris dans la préparation et dans l'improvisation, parce qu'au final, tu as posé plein de questions que tu n'avais pas du tout préparées, donc c'était super. Merci à toi, et puis merci à tous les deux. Du coup, Jean-Christophe est tout à fait excusé. Il y a pas de... Déjà, c'est très bien d'avoir pu se connecter. Puis merci à Vincent. Bon, Vincent, moi, je l'ai déjà entendu souvent, mais malgré tout, j'en apprends toujours un peu. Voilà, j'en apprends toujours à chaque fois. Donc, merci. Puis j'aurais une autre question à te poser, mais ça, je te coincerai dans un couloir. Voilà, donc on en reparlera dans l'établissement. Mais merci à toutes et tous aussi de votre présence. Et puis effectivement, on va sans doute reproduire l'initiative dès la rentrée, peut-être même en juillet. On va voir. Enfin, avant moi, je considère que jusqu'au 14 juillet, on peut lancer des choses encore. Donc, on en reparle, et puis on voit si les pronostics de Vincent s'avèrent justes. Voilà, c'est quand même c'est quand même l'info. On a tout enregistré malgré toutes ces précautions, et on ressortira ça du coup dès lundi soir. Ce sera sur Alter Echo. Jean-Christophe est là pour nous gérer ça. Voilà, merci beaucoup à toutes et tous, et puis on met tout ça sur YouTube très prochainement. Au revoir et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, merci.